Bonjour à tous, bienvenue sur un Legend Podcast numéro 129. Moi, c'est Plax, je suis Aviek, comme d'Aviek. Je suis Aviek, Thiergo. Comment ça va, Thiergo? Ça commence mal, ce podcast commence mal. Ah, ce podcast commence mal, comme la saison des Giants a mal commencé, mais elle continue à perdurer, cette mauvaise saison. Comment ça va? Ça va. Moi, je n'ai pas fait nuit blanche pour regarder ce match, puisqu'il commence à 1h du matin en Australie, 1h30 pour être exact. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, bah, tant mieux, c'était quand même mieux à Londres. Ouais, c'était mieux à Londres. Alors le match a été, il y a eu un espèce de suspense, puisqu'on a été jusqu'en prolongation. Mais le suspense a été de courte durée, puisque eh bien, il y a eu un fumble malheureusement par le pauvre Tyrone Tracy. Avant qu'on parle de ce match, on va juste rappeler la physionomie globale, et puis c'est peut-être pas finalement le match qui va plus nous intéresser, mais en fait, qu'est-ce qui va survenir à la suite de ce match, puisqu'on l'avait dit, perdre contre les Panthers, qui étaient jusque-là la pire équipe. Alors maintenant, on a le droit de se demander, est-ce qu'en l'état, ils sont encore la pire équipe? Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est nous, peut-être que c'est d'autres, peut-être que c'est les Jets qui, malgré un sursaut la semaine dernière, ont réussi à faire pire que nous cette semaine, j'ai l'impression. Bref, peu importe. Cette défaite, elle remet certaines choses en cause, et certains disaient même que potentiellement, pour Daboll et pour le régime actuel, c'était vraiment une mauvaise bad look, mais une mauvaise, comment on dit, représentation. Une situation. Ouais. Voilà, et donc c'est vrai qu'aller perdre contre ces Panthers en Allemagne, c'est assez difficile. Première défaite des Giants d'ailleurs en Europe. Ils sont meilleurs à Londres qu'en Allemagne a priori. Donc juste pour rappeler sur ce match, on était mené 10-0 à la mi-temps, première mi-temps catastrophique, les Panthers arrivaient à courir de manière assez simple, ils ont gagné beaucoup de yards à la course, c'est ce qui nous a fait défaut. Après en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur, je pense qu'on a quand même dominé cette deuxième mi-temps, on a été par contre mené jusqu'au bout, jusqu'à cette égalisation au field goal pour revenir à 17-17 par Graham Gano qui revenait de blessure, et malheureusement Tyrone Tracy qui avait son troisième match à plus de 100 yards, ce qui est assez phénoménal pour un joueur du 5e tour, je crois, donc 3e jour, peu attendu, qui joue seulement sa 2e saison, on en parlera, mais voilà, qui fait ce fumble et derrière. Pardon ? Parce que deuxième saison comme running back, parce que oui, deuxième saison. Tout à fait. Il était receveur avant. Deuxième saison en tant que running back, il était receveur universitaire, sauf sa dernière saison universitaire. Donc on lui en veut pas évidemment, mais il y a d'autres choses à raconter sur cette équipe des Giants et surtout sur Daniel Jones. Est-ce que tu veux dire un mot toi sur ce match globalement, ou est-ce que tout de suite on passe à autre chose, puisqu'on va pas décrypter tout ce qui s'est passé dans le match, ça n'a finalement que peu d'incidence, même s'il va falloir qu'on parle de certaines choses qui concernent spécifiquement Daniel Jones. Bah, en fait, moi ce que je note, alors comme j'ai pas regardé le match en direct, j'ai vu un condensé, ce qui veut dire que j'ai pas vu tout le play-by-play, mais j'ai vu quand même pas mal. Et en fait, en regardant les stats ce matin, ce que j'ai constaté, c'est que hormis les rushing yards où les Panthers nous battent, ils ont fait 188, nous on a fait 167 rushing yards en tant qu'équipe, on a plus de yards à la passe, on a plus de sacs. En total offense, on a plus de yards aussi. On a moins de pénalités. On a plus de conversions sur troisième tentative. On a plus de temps de possession. On a tout ce qu'il fallait pour gagner, sauf qu'on a 2 turnovers dans l'end zone par Daniel Jones. Et alors oui, en effet, le pauvre Tyrone Tracy scelle notre sort avec ce fumble en prolongation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les turnovers de Daniel Jones avant, on en voudrait à Tyrone Tracy d'avoir fumblé le ballon après un si bon match. Je pense, ouais. Là, en l'occurrence, il y a des circonstances atténuantes où on se dit, pas de chance, c'était un match de merde, et le rookie a fait une erreur de rookie, et on espère que ça n'arrivera plus. Mais tout ça pour dire que, globalement, les stats montrent qu'on aurait dû gagner ce match, sauf qu'on a perdu la bataille des turnovers. Ouais, alors juste par contre, les sacs, je viens de vérifier, ils en ont 2, on n'en a qu'un seul. Donc là, pour le coup, tu as dû te planter. Non, nous avons fait 2 sacs et eux, ils en ont fait qu'un seul. C'est pas ce que je suis en train de regarder dans les stats ESPN. Mais bref, peu importe, ça change pas grand-chose. 1 ou 2, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Bon, cette défense qui terme de sac, ralentit un peu depuis quelques matchs, qui était meilleure défense de la ligue, d'assez loin d'ailleurs, sur les mises de pression du quarterback.
Ils ont fait un match correct, cette défense. De toute façon, l'attaque n'était pas flamboyante en face non plus. C'est peut-être Je pense qu'il nous manque quand même un defensive tackle un peu meilleur qu'on avait l'année dernière. D'ailleurs, avec Eshon Robinson, qui est côté Panthers d'ailleurs, qui je crois même provoque le fumble de Tyron Tracy. Donc bon, c'est vraiment le joueur qu'on aurait aimé garder, mais a priori, c'était compliqué en termes de cap. On va pas trop s'attarder sur la défense, je pense, aujourd'hui. Je sais pas si tu es d'accord, mais c'est pas vraiment le sujet, à mon avis. Quand même. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est pas le principal responsable de cette défaite, mais on peut commencer à en parler s'il y a des choses que tu veux dire. Mais à la limite, évacuons la défense rapidement parce que je suis d'accord avec toi, c'est pas le focus de ce match-là. Mais le fait est que on s'est fait marcher dessus à la course. On a concédé quand même pas mal de gros gains à la course. Il y a eu aussi quelques gros gains à la passe. Il me semble avoir vu aussi, encore une fois, et malheureusement, des réceptions faites sur Deontay Banks qui s'améliorent pas. Mais même malgré cette performance défensive qui est loin d'être la meilleure pour les Giants cette saison, on aurait dû gagner. Parce qu'avec toutes les stats qu'on a évoquées, et d'ailleurs, encore une fois, désolé, hein, ça c'est quand je lis trop rapidement les stats, tu as bien raison, nous, on n'a fait qu'un seul sac, qui est le sac de Brian Burns sur Bryce Young, tandis que les Panthers en ont eu 2. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré la mauvaise performance défensive ou la performance défensive médiocre, on a limité les Panthers à pas grand-chose parce que Bryce Young est pas très bon non plus. Mais au final, l'attaque n'a pas su tirer avantage du match. Et pour moi, c'est clairement la défense a contribué à la défaite dans le sens où elle lâche des gros gains, mais elle a peut-être contribué à un quart de la défaite, tandis que les 3/4, si ce n'est les 9/10, reposent sur les épaules de Daniel Jones, quoi. Ouais, complètement. L'attaque qui met 0 points en première mi-temps face à la pire défense de la ligue, c'est quand même assez catastrophique de ne pas réussir à progresser à ce point-là. Alors, ça a été mieux en deuxième mi-temps. On met un TD à la course par Tyron Tracy, une longue course de je ne sais plus combien de yards. Je suis en train de regarder, Tyron Tracy, longue 32 yards. Voilà, c'est sa plus longue course du match. Ensuite, Daniel Jones, un TD à la course. Donc, bon, ça nous a permis d'entretenir l'espoir jusqu'au bout, malgré tout. Toujours pas de TD à la passe. Ça, c'est quand même assez catastrophique. Bon, je pense qu'on a dit à peu près ce qu'on pouvait dire sur cette défense. Venons-en aux faits, venons-en à l'attaque et venons-en surtout à Daniel Jones. Ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est ça, deux choses. Déjà, sa mauvaise lecture, et principalement sur ce jeu en flip-flicker. Et d'ailleurs, je vais te demander ton avis, parce que tout de suite, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais attends, flip-flicker en 3e et 1, on en parle, c'est ridicule, machin. » Je ne suis pas du tout d'accord. 3e et 1, à quoi s'attend l'équipe adverse ? Quand en plus, tu réussis à la course, ils s'attendent à la course, et toi, tu fais une fin de course, et ça se finit en passe. Donc, ça me semble être un jeu bien appelé. Daniel Jones a le temps de lancer le ballon. Il y a 2 receveurs qui sont ultra démarqués, Malik Nabers, Wendell Robinson. Wendell Robinson, c'est encore Malik Nabers, tu te dis Robinson, tu as raison, il y a 2 receveurs qui sont démarqués et Robinson est vraiment le plus démarqué des 2, dans le sens où si la balle est envoyée à Robinson, il n'a que du vert, il n'a que du terrain ouvert face à lui. Et donc potentiellement, il y a TD. C'est au moins 40 yards gagnés. Donc en fait, une 3e et 1 où si tu te dis, allez, on la joue normal, on gagne 1 yard ou 2, voilà, on a potentiellement un gain de 40 yards. Voilà, et à quel moment, en fait, moi je suis halluciné de ce truc-là, parce que en vitesse réelle, et c'est ce que disaient les gars qui étaient là-bas sur place, c'est que en vitesse réelle, tu te rends pas compte, tu as l'impression qu'il se fait bouffer Daniel Jones. En fait, tu te rends compte qu'il a le temps de lancer. Il le voit, il arme, finalement il s'arrête. Mais pourquoi tu lances pas ce putain de ballon, quoi ? Qu'est-ce qui fait que tu lances pas la balle ? On en revient en fait à ce qu'on disait sur un autre match, je ne sais plus lequel, c'est l'absence totale d'anticipation chez Daniel Jones. C'est même pas de l'anticipation là, le mec est tout seul. Ouais, non, mais je sais bien, mais pour moi c'est lié à l'anticipation dans le sens où en fait Daniel Jones a besoin de voir le mec
démarqué pendant un laps de temps qui est suffisamment long pour se dire « Ok, c'est bon, maintenant je peux lancer ». Sauf que tout le concept du flea flicker, c'est que tu dois prendre la défense par surprise en faisant mine de faire une course, parce que tu donnes le ballon au running back. On décrit le play pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui sont en train d'écouter ce podcast. De toute façon, on n'est pas en train de le montrer sur la vidéo non plus. Mais le running back prend le ballon du quarterback, puis se retourne et renvoie le ballon au quarterback qui fait ensuite une passe en avant. Donc, normalement, la défense est aspirée par le run, ce qui ouvre d'énormes possibilités à la passe. Et il n'y aurait pas dû avoir d'hésitation de la part de Daniel Jones. Et en fait, on l'a vu aussi sur d'autres passes en dehors du flea flicker, où en fait, Daniel Jones attend trop longtemps que le receveur soit bel et bien démarqué, ce qui fait que le receveur est soit plaqué immédiatement après la réception, parfois bien méchamment. On a vu Malik Nabers se prendre un sacré taquet d'ailleurs, et donc du coup, rien ne se passe. Ou alors, le défenseur a le temps de revenir pour soit dévier la passe ou l'intercepter. Et je pense que ce que Daniel Jones nous aura appris, nous, en tant que fans des Giants, et dont on ne se rendait pas forcément compte si on suit les Giants depuis la période Eli Manning, en tout cas, c'est mon cas. Pour moi, Eli Manning, j'ai jamais eu aucun souci avec son anticipation. Et tu as Daniel Jones qui, en fait, ne sait pas anticiper, ne sait pas dégainer suffisamment rapidement pour qu'un flea flicker fonctionne. Et là, tu te dis, mais ça, c'est une caractéristique primaire qu'on doit avoir chez le prochain quarterback des Giants. Ouais, et c'est d'ailleurs, tant que je ne me trompe pas, ici, on ne le voit pas bien, De Vito. Ça, il le fait très bien, il l'a montré plusieurs fois. Mais pour revenir à ce jeu-là, ok, je suis d'accord avec toi, c'est problème d'anticipation, mais là, il n'y a même pas d'anticipation, en fait, parce que le mec est tout seul. Donc, t'as pas besoin de te dire, ok, pour Malik Nabers, à la limite, il est en train de dépasser un mec, donc ok, il aurait pu se dire, j'attends qu'il le dépasse. Mais Wan'Dale Robinson, il est plus que tout seul, à 10 yards de lui, il n'y a personne. Donc, non, et en plus, sur ce play, si tu regardes le reste de l'équipe, la ligne offensive, à part peut-être Elway-Menor qui est un peu en peine contre son vis-à-vis, globalement, il a une bonne protection. Ouais, et la pression arrive, mais c'est censé arriver de toute façon sur un flea flicker, c'est pas forcément très étonnant, mais il a le temps de lancer et il la lance pas. Bon, ça c'est une première chose et on l'avait déjà dit. Deuxième chose, c'est son imprécision absolue, où il a fait des passes. Alors la première sur Malik Nabers, qui lui passe 10 yards au-dessus, incroyable. Il y en a une qu'il envoie sur Theo Johnson, où elle est miraculeusement, elle est derrière le joueur, hein, clairement, miraculeusement déviée dans les mains de Theo Johnson. Une autre sur Theo Johnson, où elle est clairement derrière lui, elle n'est pas interceptée, mais elle est vraiment derrière lui. Sur la red zone, puisqu'on va aussi en venir, il se fait intercepter 2 fois en red zone. Sur une des passes, il l'envoie, il y a un tracé quick out qui est fait sur Tyrone Tracy. Tu dois absolument, sur ces tracés-là, la lancer bien dans la course du joueur. Si elle n'est pas lancée dans la course du joueur, le joueur qui est en train de courir doit s'arrêter, se retourner, essayer de l'attraper comme ça. Il perd tout son élan. Et donc, l'objectif de ces tracés-là, c'est il va très vite vers l'extérieur, il prend de vitesse le linebacker pour après le contourner éventuellement sur l'extérieur. Bon, là, le linebacker est très proche de lui, il n'aurait pas pu le faire, mais dans tous les cas, tu dois mieux la lancer puisqu'elle est lancée derrière. Donc, Tyrone Tracy, ok, il la capte pas bien, il doit capter ce ballon dans tous les cas, mais le fait est que la balle est très mal lancée et elle aurait dû être bien mieux lancée que ça devant. Là, tu parles de la deuxième interception ou tu parles d'une autre quick out sur Tracy? C'est celle qui est en red zone. Il y a une interception où il lance le ballon sur la tête de Devion Clowney, c'est intercepté derrière. Une autre interception où linebacker, il est derrière Tyrone Tracy et la balle rebondit et puis l'intercepte, elle lui arrive dans les bras un peu par miracle. Et moi, pour moi, même cette décision-là, de l'envoyer sur Tracy, elle est mauvaise. Alors, l'exécution est mauvaise, hein, comme tu l'as dit, tout à fait. Mais en plus, la décision est mauvaise parce que je crois que tu es en 3e et 12 ou quelque chose comme ça. On est en train d'essayer de... Enfin, je veux dire, pourquoi l'avoir envoyé sur Tracy quand tu sais mais peut-être que ça, c'est le jeu. Ça, c'est dur à dire, Thiergo, parce que peut-être que c'est l'action et peut-être qu'on se dit, on tente ce truc-là et si on l'a pas, on met un field goal. C'est pas grave, tu vois, c'était... Bon, ça arrive de mettre des field goals. C'est aussi le souci de Jones qui, en fait, décide avant même le snap à qui il va envoyer le ballon et du coup, ne dit pas le reste des receveurs. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Et trop souvent, on voit les défenses, en fait, qui savent que Jones va ne faire qu'une lecture et se disent, vous regardez qui Jones va viser après le snap et vous vous concentrez sur lui parce que de toute façon, il n'enverra pas aux autres. Non, mais c'est sûr. Et même sur la première interception, alors là, je vais peut-être lui donner un peu plus le bénéfice du doute parce que
tu dirais, normalement, en fait, quand tu as un défenseur qui te fonce dessus, tu fais un pump fake pour le forcer à sauter, et puis après, tu envoies. Sauf que là, il tente même pas le pump fake. C'est- Non, mais Je veux si tu dire, la lobes, tu dois la doser proprement. Là, en fait, il veut doser une passe, donc tu la doses au-dessus du joueur, tu ouais. la lances dans son. Et c'est même pas ses mains qui la touchent, c'est son casque. Enfin, je veux dire, c'est Oui, non, mais ridicule. je veux dire, 2 interceptions en red zone, Mais, c'est. mais ça, mec, rappelle-toi, c'est arrivé combien de fois qu'il se passe des interceptions, des fumbles en red zone, ce genre de truc, des pick six alors qu'on est en red zone. C'est Oui, arrivé mais trop de oui, non, fois. mais je sais bien. Je sais bien. Et le truc, c'est que on a voulu pendant longtemps accorder le bénéfice du doute à Daniel Jones parce qu'il nous montrait quand même des bonnes choses par ailleurs en se disant non, mais ça, il va le régler avec le temps. Bon, de toute façon, cette saison, c'est clair et net que tout le monde a perdu confiance en Daniel Jones. Oui. L'année dernière, déjà, on se disait ouais, il y a des trucs qui sont pas, c'est pas idéal, mais bon, faut aussi, il a été très blessé, pas de blessure. L'année d'avant, c'est sa seule saison exceptionnelle. Et puis après, c'était 3 ans où tu espérais qu'il évolue. Bon, là, en 6e année, s'il évolue pas, il évoluera pas aujourd'hui. Il évoluera peut-être que s'il se retrouve dans une autre équipe où Pat Shurmur est coordinateur offensif. Et comme c'est Pat Shurmur qui l'a drafté, il sera plus à même de mettre Daniel Jones dans des conditions de réussir. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce que veut faire Daniel Daboll, Daniel Jones, il limite toute l'équipe. Il limite toute Daniel l'équipe. Dabol. T'inventes tes gens. Daniel Jones. Voilà. Pardon. T'as dit Daniel Dabol, si je crois. Je crois que t'as dit Daniel Dabol. Il est 6h55. J'ai encore la tête dans le cul. Non, ce que je veux dire, c'est que Brian Daboll, comme tu as dit, moi, je lui en veux pas d'avoir fait le flea-flicker. Je pense que c'était une bonne décision. Et d'ailleurs, il était furax après que Bien sûr. cette action soit foirée. Robinson, Mais, il est blasé Jones... aussi. Sur le jeu, il est trop vénère. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. Merci aux copains du Discord qui nous ont envoyé quelques photos, mais je ne sais plus qui a partagé des photos sur le Discord de la tronche de Joe Shane dans le stade, qui a l'air complètement dépité en regardant. Alors bien entendu, je pense qu'il n'a pas dû être dépité pendant 90 minutes, enfin pendant 60 minutes, enfin pendant les 4 heures du match. Mais Mais en tout je cas, crois que c'est Bertrand, c'est Bertie Big Blue. c'est Bertrand. Mais Ouais. tu vois que Bertrand qui nous disait que avant la fin du match, tu avais Joe Shane qui était déjà avec son blouson, son sac à dos, qui était prêt à partir alors que le match n'était pas terminé. Ouais. Quoi. Donc, Oui, il le voyait, pour TFA, il était invité et il le voyait depuis sa truc presse avec son bonnet, son truc après à se barrer. Bon, après, on était à la fin du match, donc voilà. Mais ouais, bien sûr. juste pour revenir sur ces problèmes de précision, il y a eu aussi plusieurs passes qui sont arrivées dans la terre 2 fois avant d'arriver sur les receveurs. Donc, c'est pas comme si c'était arrivé une fois ou deux, c'est arrivé beaucoup de fois dans ce match. Et bon, j'ai presque pas souvenir d'un match aussi imprécis de Daniel Jones, parce que là, c'était vraiment catastrophique, à tel point que beaucoup espéraient qu'il ne revienne pas à la mi-temps, en fait. Oui, c'est clair que certains s'attendaient à ce que Drew Lock prenne sa place, et d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition sur ce qu'on fait pour la suite, parce que là, on a une bye week. Mais juste avant qu'on parle de ça, j'ai quand même envie de dire, ce sera intéressant de voir à l'intersaison si Daniel Jones passe sur le billard ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même eu une période de sa carrière où les passes longues, il y arrivait plutôt bien. Et on rappelle que, et là en fait, on ne dit pas du tout ça pour lui donner des excuses, parce que je pense qu'on a marre de lui donner des excuses, mais le fait est qu'il a eu 2 blessures au cou, et ça ne m'étonnerait pas si aujourd'hui ça a un impact sur sa mécanique de lancer, et donc sa précision. Ouais. Moi, je mets mais le plus ça fait est sur qu'aujourd'hui, ça nous limite. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Non, mais Brian Et Daboll, donc, c'est pas une transition sur est-ce qu'on garde Daniel Jones pour le reste de la saison. Oui, Brian Daboll, c'est pas son jeu de faire que de la West Coast Offense à base de passes de 5 yards. C'est pas son truc. Il a besoin de faire des jeux longs. Ils ont travaillé pendant l'été, etc. On a des receveurs qui sont rapides, qui demandent que ça, d'aller faire des gros gains. Et Malik Nabers gagner 50 yards par match, c'est pas normal. C'est pas censé se passer comme ça. Donc je pense que ça devrait être 150 yards par match. Oui, ça devrait être 150 yards. Et on a eu quelques matchs en début d'année où on a été capable de faire ça. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que déjà la confiance de Daniel Jones était ras des pâquerettes en début de la saison. Et là,
sa confiance, il est en train de la chercher, elle est dans ses chaussettes et elle reviendra pas cette saison en tout cas. Il n'y a plus rien à faire à mon avis, il se donne des airs et ses conférences de presse, je crois que le garçon il n'en peut plus quoi en fait. Prends tes millions et casse-toi quoi, va faire autre chose, va les utiliser, va vivre ta vie, mais là à un moment donné c'est juste plus possible. Donc n'importe quel quarterback, à mon avis, fera mieux qu'on envoie des. Enfin, je vois pas comment ça peut être pire en fait avec Drew Lock ou avec DeVito. Après on dit toujours ça, mais voilà. Et DeVito, on rappelle, il nous a gagné 3 matchs la saison passée, donc. Ouais, mais contre des mauvaises équipes. Bah peut-être, mais là les Panthers, excuse-moi, mais c'est peut-être pas la meilleure équipe. Bien sûr. Probablement qu'avec DeVito, on s'en serait mieux tiré contre les Panthers qu'avec Daniel Jones aux commandes. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas. C'est pas parce qu'on met DeVito en quarterback, il faut s'attendre à ce qu'on batte les Eagles. Non, mais si au moins on peut s'amuser comme on s'est amusé l'an dernier et qu'on ait un petit sursaut d'orgueil et de gagner des matchs. Il est justement là, c'est la clé du débat parce que aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, les Giants, il faut qu'ils perdent des matchs pour avoir le premier pick, pour apprendre un QB. Moi, c'est le genre de truc qui me saoule quand les gens disent ça. Et d'ailleurs, je disais sur Twitter que plus les gens parlent de Cam Ward, moins ça me donne envie qu'on le draft, alors que j'ai pas vu une seule vidéo du gars, mais c'est juste par pur esprit de contradiction. Mais je veux dire, c'est que si tu remplaces Daniel Jones par Drew Lock ou Tommy DeVito, ça veut dire que tu cherches à ce que les choses s'améliorent pour l'équipe. Potentiellement, ça améliore le moral de l'équipe parce qu'en fait, on commence à avoir, on l'a bien vu autour de Tommy DeVito l'année dernière, comme tu as dit, quand on a gagné des matchs, toute l'équipe était ultra motivée. Tout le monde était super content de gagner des matchs alors que c'était la misère avant. Et puis après, on a fait revenir Tyrod Taylor. Donc que ce soit DeVito ou Drew Lock, ça permet d'améliorer les choses et de probablement sauver le poste de Brian Daboll. Mais si on veut le premier pick, est-ce qu'on n'a pas intérêt à garder Daniel Jones pour continuer à perdre des matchs? Moi, je ne suis pas en faveur de perdre des matchs volontairement. Et il y a aussi un dernier point qu'on a rapidement évoqué avant de commencer le podcast, c'est que si tu gardes Daniel Jones titulaire et que Daniel Jones se blesse, et qu'ensuite tu coupes Daniel Jones, peu importe quel soit ton raisonnement, si tu peux dire je coupe Daniel Jones parce que je trouve qu'il n'est pas bon, vu qu'il s'est blessé, en fait il a sa garantie contractuelle qui le couvre, puisque en fait dans son contrat, il a 23 millions de dollars garantis pour 2025 pour blessure. Ça veut dire que à partir du moment où il se blesse et qu'il est coupé par l'équipe, même si tu es en train de le couper pour des raisons de performance, en fait, il est couvert par sa garantie. Et c'est la situation qu'on a vue l'année précédente avec Russell Wilson, quand les Broncos ont préféré bencher Russell Wilson plutôt que de risquer d'avoir à lui payer tout cet argent qu'ils sont quand même en train de lui payer aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a ce dilemme-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, c'est vite fait. C'est trop important, cette question d'argent. Donc, hors de question de risquer de le blesser. Au point où on en est, de toute façon, la saison, elle est flinguée. Donc, tu risques pas de le blesser, tu le benches. Est-ce que tu mets Drew Lock ou DeVito ? Tu mets DeVito parce que c'est le plus jeune et c'est celui qui est potentiellement ton quarterback remplaçant, et il a montré des choses intéressantes l'an dernier, et j'ai envie de continuer à voir ce qu'il peut donner. On a vu ses limites, on sait qu'il a des limites, mais peut-être qu'il a progressé, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'avec avec l'effectif qui est quand même meilleur, ce sera plus intéressant. Tu vas amener cette étincelle et ce bagou, ce petit swag qu'il a DeVito, et Drew Lock là aussi un petit peu, ça c'est possible. Dans tous les cas, Drew Lock ou DeVito, c'est des bras qui sont capables d'envoyer des balles longues, d'anticiper des passes, exactement ce qu'on disait que Daniel Jones ne fait pas. Donc ça peut donner une étincelle, des big plays, ce genre de choses qu'on attend, et vraiment voir quelque chose de différent. Si tu mets aussi dans la balance qu'on a réussi à retrouver une pseudo-stabilité avec cette O-line, et Evan Neal qui est 3e meilleure note PFF de cette semaine, qui était, c'est qu'un seul match, il va falloir voir dans la durée, mais avec Illuminor à gauche, et donc ça a peut-être un peu restabilisé cette O-line. Pour moi, c'est tu mets DeVito en quarterback titulaire au prochain match, et tu refais plus jouer Daniel Jones, c'est fini. En plus, tu calmes la fanbase, parce que plus personne, on en peut tous plus, quoi. Il y avait cette saison 2022 vraiment où il a vraiment fait une saison propre, il n'y avait pas de turnover, il n'a pas mis 1000 TD, mais il a mis des TD à la course, il a mis des TD à la passe, il a fait vraiment les choses qu'il fallait, il a su mener cette équipe, gagner un match de playoff. C'était vraiment un fucking cadeau empoisonné, ce truc qui a vraiment niqué tout le reste, parce que s'il fait pas la saison qu'il a là, on le vire beaucoup plus tôt, on a un autre quarterback beaucoup plus tôt, donc ça a été un
un vent frais cette saison, une C'est lueur bien. d'espoir qui nous a mis des paillettes dans les yeux pour que dalle, et au final, il n'y a rien, en fait, c'est complètement vide. Donc, Bah, il y a eu, et tu rajoutes à ça sa saison rookie. En fait, il fait une bonne saison tous les 3 ans. Donc, c'est quand même limité pour avoir un quarterback titulaire. Et exactement, et c'est ce que je disais sur Twitter, c'est que Daniel Jones, c'est un quarterback qui a fait une bonne saison rookie, qui ensuite a galéré pendant sa 2e et 3e saison, ce qui n'est pas déconnant pour un jeune quarterback qui est en train d'évoluer. Il galérait, mais il montrait quand même des bonnes choses. Et puis quand on a eu cette fameuse saison dont tu parles, 2022, où ça se passe bien, tous les fans des Giants qui étaient pro Daniel Jones, nous y compris, on s'est dit, bah vous voyez, on a bien fait d'attendre. Ça se passe bien. Et donc, comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné parce que, on le rappelle, Josh Allen, quand il est arrivé chez les Giants, il devait décider s'il activait la 5e année du contrat rookie de Daniel Jones ou pas. Et comme, en fait, il n'avait pas, avec Brian Daboll, eu l'occasion de vraiment évaluer Daniel Jones, ils se sont dit, non, on ne lui donne pas sa 5e année, qui lui garantissait un certain salaire qui était en dessous du franchise tag, mais qui était quand même un montant important. Il me semble que de mémoire, ça devait être 19 millions, alors que le franchise cap devait être 30 millions. Et Josh Allen a dit, bon, on fait un pari que s'il fait une bonne saison, on le taguera ou on le prolongera. Et s'il ne fait pas une bonne saison, tu dégages. Et ce con, il fait une bonne saison. Et ce con, il fait une bonne saison. Comme tu dis, il fait une bonne saison. Alors, on a quand même limité la casse parce que les gens ont fait 40 millions pour Daniel Jones, c'est une honte. En fait, dans les circonstances de l'époque, aujourd'hui, on le regrette ce contrat. Il n'y a pas de débat sur ça. Ouais, mais il est moins pire que ce qu'il aurait pu être, largement. Mais il est moins pire que ce qu'il aurait pu être. 40 millions, ce n'était même pas le top. Et on le savait depuis le départ que c'était un contrat pour 2 ans garanti. Et le deal, c'était de dire, en fait, il y a 2 ans où Daniel Jones, il peut à la limite se casser la gueule sur une saison parce que ça arrive, parce qu'il peut se blesser. C'était la saison 2023. Et puis, il peut toujours se rattraper sur la saison 2024. Et le fait est qu'il ne se rattrape pas sur la saison 2024. Donc maintenant, il dégage. Donc je suis d'accord avec toi que le côté de se dire, on le bench pour éviter une blessure et éviter d'avoir à payer cet argent, c'est une bonne chose. Après, sur est-ce qu'on met Drew Lock plutôt que DeVito, je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que le coaching staff va privilégier Drew Lock, qui est un vétéran, mais que si Drew Lock, en fait, ne convainc pas, qu'on puisse rapidement tourner sur DeVito. Parce que, comme tu l'as dit, la saison, elle est morte. Donc, à ce stade, autant essayer d'avoir un peu de production pour montrer de quoi cette équipe est capable. Parce que je pense que pour Brian Daboll, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de sauver la saison, parce que la saison ne peut pas être sauvée, mais c'est de montrer suffisamment de choses avec un quarterback comme Drew Lock ou Tommy DeVito pour convaincre Mara de lui donner plus de chance. En disant, vous voyez, on a changé de quarterback, on a pris un undrafted free agent, Tommy DeVito ou Drew Lock, avec qui on a pu gagner 2, 3, peut-être 4, allez non, on va pas dire 4, mais au moins 2-3 matchs ou montrer des bonnes choses. Donc, donnez-nous une chance de sélectionner un quarterback rookie et en fait d'améliorer cette équipe où, comme tu l'as dit, il y a un bon corps de receveurs. Et d'ailleurs, petite note, on a enfin pu voir Jalen Hyatt impliqué dans cette attaque. On a une ligne offensive qui fonctionne. On a un excellent running game avec Tyron Tracy et Devin Singletary qui nous font du bon boulot. Et puis, on a une défense qui tourne. Le seul truc qui nous manque aujourd'hui, on parle pas je n'ai pas évoqué les Titans, mais oui, les Titans sont corrects. Mais le seul truc qui nous manque vraiment aujourd'hui, c'est un quarterback. Sur cette attaque, ouais, je suis d'accord. La défense, il y a encore des choses à corriger, mais sur l'attaque, c'est vrai qu'il nous manque un O-line peut-être et un quarterback. Voilà, si on a ça, c'est vrai que l'attaque, je pense qu'elle a très largement moyen de fonctionner. Bon, maintenant, ok, on a dit ce que nous, on voudrait faire. Maintenant, si tu prends ça en compte, est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que Josh Allen et Daboll vont décider de bencher Daniel Jones? Parce que je suis en train de me dire quand même, bon, ça va arriver, ce sera annoncé, je pense, ils vont pas attendre le début du match pour annoncer ça. Ils vont l'annoncer pendant la bye week à un moment donné, quelque part. Parce que de toute façon, on a 2 semaines pour faire jouer un maximum un quarterback remplaçant. Donc, savoir lequel on va mettre en numéro 1 pour qu'il prenne les snaps du numéro 1.
Est-ce que toi, tu penses que c'est la décision qui va être prise, ou est-ce que tu penses qu'ils vont continuer en disant ils croient que ça va être tellement catastrophique avec les autres quarterbacks qu'ils vont continuer avec Daniel Jones? J'aurais tendance à dire que ils vont prendre cette décision pendant la bye week. Ils vont pas l'annoncer tout de suite. On se Mais dès que rappelle. les reporters seront présents à un entraînement, ils vont tout de suite voir qui est le QB numéro 1. Donc ils pourront pas le retenir très longtemps, ça, si jamais ils l'ont décidé. Surtout, là, de toute façon, c'est la bye week, donc ils vont pas s'entraîner tout de suite. Et je sais pas s'il y aura une conférence de presse de Daboll. Il y en a pas eu hier. Demi-saison, ils vont peut-être la faire à la mi-saison, non? Avec Joe Shane. On va voir. Alors, pour Daboll, normalement, il fait une conférence de presse le lundi, le lendemain du match. Ouais, on en a une à chaque fois. Mais c'est pas celle demi-saison. Là, je parle d'une spéciale mi-saison. Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que vu que c'est la bye week, il n'y a pas cette conférence de presse post-match. Enfin, tu as la conférence de presse juste après le match, tu as la conférence de presse le lendemain du match. Ça, on n'a pas eu encore. Et la conférence de presse de mi-saison, c'est à mon avis plutôt Joe Shane qui va la faire. De mémoire, c'est ce qu'il a fait les autres saisons. Et on va lui poser la question de est-ce que vous allez continuer avec Daniel Jones ou est-ce que vous le benchez? Je m'attends à ce que cette semaine, ils nous disent on va évaluer ce qu'il y a à faire, une sorte de langue de bois pour dire on ne vous répond pas tout de suite, on attendra plus tard. Mais comme tu le dis, aux entraînements, ça va être assez évident. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'ils prennent une décision. À partir d'un moment, enfin, je veux dire, Joe Shane a fait le choix de signer Drew Lock comme backup et de ne pas garder Tyrod Taylor. Alors, est-ce qu'il aurait pu garder Tyrod Taylor de toute manière? Ça, c'est un autre débat. Mais on n'a pas signé de meilleur backup que Drew Lock. Donc, d'un moment, il va falloir aussi assumer cette décision. Et Daboll a dit Daniel Jones, c'est le quarterback qui nous donne les meilleures chances de gagner, qui est en fait la pire chose à dire sur un quarterback, parce que ça veut dire en fait, on n'a pas le choix que de garder Daniel Jones. Alors attends, Thiergo, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui va changer la discussion. Cette fameuse conférence que tu disais, elle est en ce moment, au moment où on parle. Tu vois. Daboll a dit, alors j'ai pas la phrase exacte, mais il a dit on évalue les possibilités. C'est la première fois qu'il dit pas c'est Daniel Jones qui reste. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. À mon avis, le fait de dire on évalue les possibilités, ça signifie oui, on va changer parce que tu dis pas ça pour rester sur Daniel Jones. Ouais, à mon avis, c'est assez clair. Attends, il dit quoi? Oui, ils évaluent les choses. Voilà, c'est exactement ça. Donc à mon avis, tout est dit. Tu vois, on a bien fait d'attendre pour faire ce podcast. Oui, c'est vrai. Bon, on enregistre ça pour info. On est lundi 11 novembre, il est 21h10. Donc c'est en ce moment même que cette conférence a lieu. Donc on va voir si des choses plus précises arrivent dans les prochains jours. Mais globalement, à mon avis, on évalue les choses. Ça veut dire est-ce que c'est De Vito ou est-ce que c'est Drew Lock, quoi. Mais bon, c'est peut-être la fin de 6 ans d'une mini-ère de 6 ans qui est en train de se dérouler là devant nos yeux. C'était quand même Ouais. Moins cette saison rookie où on a eu des beaux espoirs et moins cette saison 2022 qui était quand même, avec le match à Londres et tout, qui a été quand même un bon kiff qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps avec les Giants. Maintenant, pour le coup, il n'y a aucun doute qu'on va devoir récupérer un quarterback, peu importe si c'est drafter, qui on va drafter ou qu'on fasse un move pour aller récupérer un quarterback, je ne sais pas. Mais clairement, l'an prochain, c'est sûr que ce ne sera pas Daniel Jones, le quarterback titulaire. Ça ne veut pas dire que ça ira mieux, un quarterback rookie. Non. Tu peux très bien te planter. Et si on se loupe sur le quarterback, on draft un quarterback, on se plante, Daboll et Shane, ils dégagent, donc on recommence à zéro, etc. Ça peut être un enfer encore pendant 10 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il va y avoir un nouvel espoir, et comme dans Star Wars, et on est reparti sur un nouveau cycle. Donc là, c'est clairement... Vas-y. Je fais juste une petite digression, mais je suis retombé en checkant mon Twitter, je suis retombé sur cette stat que j'ai retweetée. Est-ce que tu as vu quelle est la série de matchs Daniel Jones sans avoir fait 3 TD à la passe sur un match? Ah oui, 50 et quelques, non? 57, alors que le deuxième, c'est Deshaun Watson avec 14 matchs. Ouais, bah oui, c'est assez terrible. Ouais. Non, mais de toute façon, il a toujours eu ce problème
de lâcher le ballon et de libérer son bras et d'envoyer les passes, encore une fois, en anticipation. C'est un problème récurrent depuis longtemps. Ouais, donc ok, il y a la vidéo qui est sortie, effectivement. Bon, bah voilà. C'est en cours. Ça marche. Bon, bah écoute, très bien. On aura le temps d'en parler. Peut-être que le podcast qu'on fera à la bye week, il y a des choses qui seront annoncées. Je pense qu'on parlera de manière un peu plus large, peut-être de la draft et de ce qu'on peut faire, etc. Et quel plan pour l'année prochaine. Mais peut-être que les choses auront été précisées d'ici là, donc on aura le temps d'en parler. Donc, pas de match pour nous ce week-end. Ça va nous permettre de souffler. Alors, quand même, un truc que je me suis surpris un peu de. Alors, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est parce que je m'assagie. Mais j'ai pris cette défaite avec, pour la première fois depuis vraiment longtemps. D'habitude, ça me trotte dans la tête, ça me nique ma semaine, vraiment. Hein. Quand je dis ça me nique ma semaine, c'est que ça me nique vraiment ma semaine. Donc je peux vous dire que de septembre à février, ou plutôt à fin décembre, je suis d'une humeur massacrante pendant longtemps, au moins jusqu'au mardi ou mercredi. Hein. C'est assez difficile. Là, pour le coup, bon, bah, on a perdu. J'étais avec ma fille de 1 heure après, et puis j'étais déjà en train de penser à autre chose. Donc, c'est aussi mauvais signe quand tu commences à. Ton équipe de cœur, à qui tu t'es fait chier à lancer un Twitter, à passer beaucoup de temps à t'acheter, à dépenser des fortunes dans du matos, dans des trucs, aller les voir jouer à droite, à gauche, etc. À un moment donné, tu en arrives à un stade où tu te dis, bon, ouais, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. C'est un peu inquiétant. Donc, c'est aussi bien qu'on arrive enfin à la fin de cette ère Daniel Jones et qu'on retrouve un peu de punch et d'envie avec un nouveau quarterback. Ça ne nous fera pas de mal. Bref, je raconte ma life. Ouais, non, mais alors, pendant que tu racontes ça, j'essaie de retrouver justement. Alors, cette saison, c'est la première saison où en fait on a un Discord avec notre communauté d'auditeurs et ça a l'air quand même de très très bien tourner. Et j'ai envie de lire très rapidement ce que Dr. Good, l'un de nos plus grands contributeurs, le plus grand contributeur du Patreon, on salue au passage, a écrit, parce que je trouve que c'était très bien écrit et c'est un peu révélateur de notre état d'esprit en ce moment, où en fait il dit oui, on se moque de nous, oui, on souffre, oui, on hurle, on passe des journées démoralisées à se demander pourquoi, mais qu'est-ce que nous serions sans vous? Quand il dit vous, hein, il parle de la communauté des fans des Giants francophones. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que nous serions si nous n'étions pas là, à vos côtés, quels que soient les coups du sort? Car même dans la tourmente, il y a toujours un espoir. Nous pouvons croire au jour meilleur. Nous avons notre défense solide et engagée. Nous avons un running back prometteur et un choix de draft qui pourrait être bien celui qui marquera notre renaissance. Sachez-le, moi et tous les membres de notre communauté des G-Men, nous serons toujours là pour soutenir nos Giants. Nous t'aimons. Alors, je ne sais pas qui tu visais, Dr. Good, mais en particulier. Nous t'aimons et nous te soutenons pour ma part depuis plus de 20 ans. Alors, j'imagine que c'est la franchise des Giants. Bah, la franchise, ouais. Ouais, voilà. Et non John Mara. Si nous avions dû être anéantis par toutes ces mauvaises saisons, ces déceptions, alors nous l'aurions été depuis longtemps. Mais non, on se relève toujours plus fort. On crie Giants et on vivra pour vous, les Giants. Car la victoire, elle n'est belle que lorsqu'on a souffert pour l'obtenir. Et notre victoire, elle sera alors sublime, à la hauteur de nos rêves et de notre fidélité. Merci, Dr. Good, pour ces très belles paroles qui, en effet, résument ce qu'on a dit depuis un certain moment, c'est qu'on est dans un très mauvais cycle, mais il y aura des jours meilleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les Kansas City Chiefs, avant d'être au top, là, comme ils le sont aujourd'hui, ils en ont eu un. Ils ont été nuls pendant longtemps. Et un quarterback a tout changé. Ouais. Merci pour ce passage de l'évangile selon Saint-Goutte. C'était très beau et très émouvant. On va finir sur ces mots, puisqu'on est déjà à 40 minutes de podcast, et je pense que les prochaines semaines vont être intéressantes. Ça va, voilà, pas en termes de victoire, c'est pas ça qui va être intéressant, mais de voir, voilà, il peut se passer des choses, et je suis très curieux de voir ce que le futur nous réserve. Et voilà, je vais retrouver, je pense, un engouement que j'ai pas spécialement eu sur les derniers matchs où c'était vraiment difficile à suivre. Et cette attaque qui fait, moi, je suis vraiment un fervent de l'attaque. La défense, oui, c'est intéressant et j'aime bien, mais c'est vraiment l'attaque qui me fait vibrer au foot américain. Et avoir la pire attaque de la ligue depuis des années, ça commence vraiment à me fatiguer. Donc, c'est cool de voir un petit peu d'autres choses. Bref, merci Thiergo, en tout cas. Avec plaisir. Repose-toi bien. Enfin, non, ouais, c'est mon début de journée. Non, là, je vais me bosser. Voilà, bon courage pour ta journée. Travaille bien. Et merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt. Ciao. Salut.